Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabine Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambalde. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alpha Diaouné, le Smart Tech, Ibrahim Baben Diallo et Wally Design sont à la régie pour vous tenir compagnie. Merci de nous rejoindre. C'est parti pour une nouvelle semaine en votre compagnie. C'est Mirador à la une. L'ultimatum fixé par la CEDEAO aux autorités de la transition guinéenne expire ce lundi 25 avril. En effet, celle-ci, je parle des autorités de la transition, avait jusqu'à aujourd'hui pour transmettre un chronogramme acceptable de la période de transition en cours dans le pays depuis le coup de force du 5 septembre 2021 qui a eu raison du régime d'Alpha Condé, même si son chef suprême, le colonel Mamadi Doumbouya, a déclaré jeudi dernier lors du traditionnel Conseil des ministres que les problèmes guinéens trouveront leur solution en Guinée et par les Guinéens. Il faut dire que la junte au pouvoir à Conakry a bien conscience des risques auxquels elle s'expose et expose tout le pays si elle refuse de se plier aux injonctions de l'organisation sous-régionale. Celle-ci, au sortir d'un sommet extraordinaire de ses chefs d'État et de gouvernement à Accra le 25 mars dernier, soit un mois jour pour jour, avait annoncé que des sanctions économiques et financières contre la Guinée entreraient en vigueur immédiatement si elle n'avait pas les réponses aux questions qu'elle se pose sur la conduite de la transition guinéenne. Une menace de toute évidence prise très au sérieux par les nouveaux maîtres du pays. Oubliez donc le temps de l'arrogance où on se bombait le torse pour affirmer que la Guinée n'accepterait pas le diktat d'une organisation. L'heure est désormais à la mobilisation au CNRD et dans les rangs du gouvernement pour tenter de nouer le dialogue avec les acteurs sociaux politiques du pays en vue d'arracher un minimum de consensus sur les grandes étapes de la transition devant mener au retour à l'ordre constitutionnel. Un exercice loin d'être un long fleuve tranquille à cause notamment de profonds désaccords sur le format et le contenu du cadre proposé. Nonobstant, et parce que sentant le vent du boulet, le Forum des forces sociales du pays demande un report de 14 jours de l'ultimatum de la CEDEAO. Des questions, beaucoup de questions à se poser ce lundi sur l'expiration de cet ultimatum. À quelques heures de la fin de cette deadline, la Guinée a-t-elle transmis effectivement un document de chronogramme à la CEDEAO? Nous essayons de comprendre ce matin, d'en savoir auprès du porte-parole du gouvernement, M. Ousmane Gawal Diallo. Le gouvernement et le CNRD estiment-ils être sur la voie d'éviter la colère des chefs d'État de la sous-région? M. Ousmane Gawal Diallo, porte-parole du gouvernement, ministre de l'urbanisme, de l'habitat et de l'aménagement du territoire. Il sera dans cette émission sous les coups de 9h30. C'est à croire que le procès Alpha Condé n'est sorti que du palais Sékou Touré, estime Talibé Bari. Depuis sa chute brutale le 5 septembre 2021, le champion du RPG Arc-en-Ciel continue d'occuper le devant de la scène politique nationale, devenant ainsi une véritable patate chaude entre les mains de son tombeur. Après les épisodes de son lieu de résidence et de son séjour médical à Abu Dhabi, sur fond de scandale autour de son anniversaire et de son audio fuité, l'ancien président guinéen forcé à rentrer à Conakry vient d'être déclaré libre par le CNRD, mais le communiqué publié par la junte militaire guinéenne le vendredi dernier contredit lui-même la réalité de cette liberté du professeur Alpha Condé qui, dit-on, ne pourra que recevoir de la visite de la part de sa famille biologique et politique. Et de go, des responsables du RPG Arc-en-Ciel et des alliés et des partis alliés ont été reçus hier dimanche par l'ex-locataire du palais Sékou Touré. Quelle était l'ambiance, le climat de cette première retrouvaille post-coup d'État? Que se sont-ils dit, Alpha Condé et ses premiers visiteurs? Peut-on parler d'exploitation politique du cas Alpha Condé par la junte au pouvoir? Cette ère de liberté sera-t-il positivement perçu par la CEDEAO? Nous essayons donc de comprendre ce matin et pour répondre à nos questions, nous recevons pour vous sous les coups de 10h-11h Madame Domani Doré, elle est directrice de la communication du RPG Arc-en-Ciel, ancienne ministre de la République.
3 structures syndicales appellent à compter de ce lundi 25 avril à une grève illimitée dans le secteur de l'éducation en Guinée. Des acteurs syndicaux qui, en plus de réclamer des meilleures conditions salariales, tentent d'incarner la cause de milliers d'enseignants contractuels. Le trio syndical de l'éducation, de l'intersyndical de l'éducation, en l'occurrence la FSPE, le SNE et le SLEG, donc dans sa 3e version Aboubacar Silla, invite les enseignants et les élèves à rester à la maison jusqu'à la prise en compte de leurs revendications. Ce mot d'ordre de grève intervient moins d'un mois après la signature d'un protocole entre le gouvernement et plusieurs centrales syndicales du pays portant entre autres sur la revalorisation du SMIC. Un protocole d'accord qui frappera l'État au porte-monnaie à hauteur de plus de 400 milliards de francs guinéens en 2022. Alors, ces 3 centrales syndicales grévistes réussiront-elles à paralyser les cours ce lundi et les prochains jours? C'est tout l'enjeu de ce mot d'ordre de grève. Nous essaierons donc de comprendre ce matin pourquoi le mouvement syndical est-il si divisé sur l'essentiel. Vous entendrez Aboubacar Silla, donc pas Aboubacar Souma, Aboubacar Silla qui incarne la 3e voie au sein du SLEG. Le SLEG donc qui a 3 têtes désormais, 3 versions, 3 variants, on va dire ainsi. Voici donc le menu, encore une fois, merci de la confiance, merci de nous choisir. Cherchez notre Mirador en ligne de mire, concussionnaire. Des prédateurs et prévaricateurs passés sous nos fourches cordées. Perchés sur notre Mirador en ligne de mire, concussionnaire. Des prédateurs et prévaricateurs passés sous nos fourches cordées. La démocratie. Allez, oh, allez, oh, allez, soldats de la démocratie. Debout, debout, oh, debout, debout. Vigie de la démocratie. Allez, allez, oh, allez, soldats de la démocratie. Je me rappelle encore comme si c'était hier. Je me levais tôt espérant voir papa partir travailler. Avec sa mallette, il me tapotait toujours la tête me disant que j'étais le meilleur et il fallait que je protège maman jusqu'à son retour. Hier, Mouna Cyber en accompagnant mon père avec son centre informatique. Aujourd'hui, comme opérateur télécom, Mouna Group Technologies s'adapte à mon temps et c'est un homme accompli et heureux que j'arrive à me surpasser dans mon milieu familial et professionnel. J'ai finalement décidé d'être le meilleur et pour ça, il faut être avec les meilleurs. Je suis le fils de mon père, je suis exactement comme lui, mais légèrement différent. Et le meilleur cadeau qu'il m'ait jamais offert était le cadeau du temps. Et je lui reste fidèle. Plus d'infos, contact @mounagroup.com. Téléphone +224 628 34 01 01. Mouna Group Technologies, nous faisons mieux. OneXBet, profitez d'une vraie sensation, une vague d'émotion, une poussée d'adrénaline, le goût de la victoire. Êtes-vous prêts? Découvrez tout cela et bien plus encore avec OneXBet. OneXBet, les paris pour tous les goûts. Utilisez le code promo pour obtenir un bonus de 200% dès maintenant. Mirador, tour de chauffe. Se déboutonne sur le vif.
Bien, du haut de notre miroir, de notre mirador plutôt, de notre tour d'observation de la gestion sociopolitique et publique de la Guinée, recevez notre salut matinal. Vous qui nous rejoignez, vous qui vous connectez au réseau synchronisé de Dabo Média dans la savane sur 97.7 en région, plutôt à Kankan précisément. La même fréquence dans le Bourré à Sigri. Vous êtes du côté de la Guinée forestière, vous nous rejoignez également sur la même antenne, celle de Baobab FM, et c'est également le même média qui relaie cette émission à Farana dans le Sankara, à Mamou dans la ville Carrefour. Vous êtes plutôt sur Fraternité et vous nous rejoignez également aux quatre coins du monde sur l'ensemble de nos canaux digitaux. Toute l'équipe du jour prête à vous servir jusqu'aux portes de 11h. Manu, bonjour. Bonjour le juste. Bienvenue. Bonjour à tous nos auditeurs. Bonjour Emmanuel, j'ai envie de dire un peu, Emmanuel Macron, voilà, tout le malheur que je puisse vous souhaiter, que vous deveniez le prochain président de la Guinée. Voilà, pourquoi pas. Voilà. Allez, bonjour à Dabola. Ouais, bonjour à Dabola. Bonjour à Dabola Coran. J'espère que mon frère Aristo est tranquille ce matin. Tout à fait. Voilà, bonjour. Je m'ai interpellé encore hier au détour d'un baptême. Bien. Allez, donc Macron qui remplit là, à la tête de la France. Oui, à la limite, c'était prévisible parce que, évidemment, c'est une élection quand même serrée, mais raisonnablement parlant, on savait qu'Emmanuel Macron en sortirait victorieux. Ouais. Ça donne quand même deux leçons, okay. Deux leçons principales. Emmanuel Macron devient finalement l'un des rares présidents, pour ne pas dire le seul, à remplir. En tout cas le seul de la 5e République à remplir, donc accéder à un second mandat sans avoir à tirer d'alliance à gauche et à droite, notamment de bords idéologiques différents. Bien. Et Marine Le Pen aussi qui quand même touche cette année le score le plus élevé du Rassemblement National, effectivement, le Front National. Ouais. Donc ça donne quand même 13 millions de Français qui ont voté pour elle. Ouais, c'est pas rien, c'est une percée, c'est historique pour son parti. Et voilà, mais comme je l'ai dit tantôt, raisonnablement parlant, on savait qu'Emmanuel Macron en sortirait victorieux parce que le débat de l'entre-deux tours déjà avait donné une certaine lecture de ce qu'allait être finalement ce scrutin. Et j'aime aussi le dire souvent, je dis que les Français ont tiré des leçons de la parenthèse Donald Trump aux États-Unis. Ouais. Comme forcément, quoi, les extrémistes ne sont pas toujours les meilleurs. Les discours sont certes parfois, ils attirent, parfois il y a un certain nationalisme. Mais on a vu le cas de Donald Trump, ça a été une parenthèse que les Américains ont très vite refermée. Ouais. Et je me suis dit que peut-être que les Français ont tiré leçon de cela. Ouais. Et, mais on a vu quand même aussi le discours de Marine Le Pen qui se dilue petit à petit. Peut-être que dans les années à venir, elle pourrait peut-être arriver. Ouais. Même si dans les mois à venir, Talibé, bonjour, il y a à craindre une cohabitation. Bonjour le juste et bonjour à tous. Ouais. Oui, une cohabitation parce qu'un sondage publié ce matin par CNews établissait en tout cas à 63% de Français favorables à une cohabitation. Ouais. Et vous l'avez vu, Mélenchon, dès en tout cas le premier tour, a déjà en tout cas ouvert le bal en vue de cette cohabitation à l'occasion des législatives au mois de juin, parce que justement selon ce sondage, il ne faut pas laisser Macron libre de disposer de tous les pouvoirs, pendant tous les leviers à venir, parce qu'il est bien évident que certains qualifient cette victoire de victoire à la Pyrrhus, puisqu'en réalité... Même des auditeurs qui parlent de victoire en trompe-l'œil. Hein. En trompe-l'œil, puisque... C'est quand même 29 millions de Français qui n'ont pas voté Macron. Oui. Quand vous additionnez voilà, ceux qui sont abstenus, le nombre de bulletins blancs, plus ceux qui ont voté pour Marine. Oui, c'est quand même 29 millions de Français. Donc c'est une France fracturée. Oui, certains estiment, comme en 2002, lorsque Chirac a affronté son père, et en 2017, lorsqu'elle s'est retrouvée face à Macron, en tout cas, c'est un choix par défaut, parce que, quoi qu'il advienne, les gens préfèrent Macron au Front National. Et ils estiment que même si le taux d'abstention n'avait pas été à ce point, in fine, ce qui aurait peut-être changé, c'est l'écart en termes de score, 58%, 41%, que c'est ce qui aurait changé. Il y a toujours une certaine peur du Front National, une certaine peur de l'extrême droite. Donc cela a profité à Macron, mais forcément, on se demande
en tout cas, on s'est dit d'ailleurs que si c'était un Mélenchon en face ou quelqu'un d'autre, ça aurait bien pu être plus disputé pour Emmanuel Macron. Donc, il doit avoir la victoire modeste. Effectivement. Et justement, c'est pourquoi il promet une nouvelle ère. Et une France, on se demande, c'est quoi cette nouvelle ère? Parce que au lendemain des Gilets jaunes, il a promis une nouvelle ère. Au lendemain. Donc, il a régulièrement promis une nouvelle ère que les gens attendent encore. C'est dire que les législatives vont venir, comme Mélenchon l'a dit et comme l'autre l'a repris, Eric. C'est un troisième tour. Attendons de voir ce que cela va donner. Parce que ça ne sera pas une partie aisée pour Emmanuel Macron. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur ce second tour de l'élection présidentielle française qui a vu donc le président sortant, le chef de l'État Emmanuel Macron donc rempilé pour 5 ans. Donc il est parti pour un nouveau quinquennat à la tête de la France. Bonjour Bagafoté. Oui, bonjour. Bienvenue. Bonjour à Gbassikolo. Bonjour à Gbassikolo depuis Kalom. Bonjour à la famille de Yafodé du côté de Boulbiné. Bien. Et bonjour à tout le littoral. Bien. Et des choses à dire ce matin. Oui, des choses à dire. Il y a des Guinéens qui peuvent encore apporter à la transition. C'est vrai que des nominations qui tombent tous les jours, tout n'est pas appréciable. Mabakar, je vais parler d'une dame que vous connaissez très bien aujourd'hui, qui est Aminata Tunkara de Search for Common Ground, qui a été toujours à la base de la réussite dans ce pays de... Ah oui, une brave dame. Oui, une brave dame, de la synergie des radios. Elle s'est beaucoup battue pour cela. Ouais, beaucoup d'expérience dans la lutte contre Ebola. Mais Abakar, aujourd'hui, il y a des réformes au ministère de l'Information. On ne comprend pas. Search for Common a fermé ses portes. Le projet est parti aujourd'hui. Ah non, ça, je n'étais pas au courant. Non, Search for a fermé ses portes. Les Aminata aujourd'hui sont en train de se débrouiller pour être reprises, pourquoi pas, par une ONG internationale. En Guinée, elle peut encore servir. Monsieur le colonel, si vous voulez aider les femmes de la Guinée, il y a une dame, allez la chercher. Franchement, Aminata Tunkara. Elle a du répondant. Elle a été journaliste à la RTG, elle a servi Cherche. Elle a piloté tous les programmes de synergie de 2010 à nos jours. Bien. Je crois qu'elle peut servir, mais très malheureusement, à la ville à 5, si vous n'avez pas de parrain, vous n'êtes pas pris. C'est ce qui est arrivé pour notre ami. Est-ce qu'on se demande à quoi, effectivement, servir des 124 a servi? Non, ça ne sert pratiquement à rien. Malheureusement, le constat, il est alarmant. Voilà, si vous n'êtes pas parrainé. Donc, cette dame pourrait partir à l'international. Et pendant ce temps, elle est tellement intègre qu'elle peut encore servir la Guinée. Nous aidons le colonel à avoir des bonnes personnes pour la bonne réussite de la transition. C'est le cas de Muntaga Sylla, notre confrère compatriote qui est expert électoral au Congo, au code de IFS. Il est venu à Conakry, il n'a fait que 3 jours. Les Américains l'ont rappelé, il est reparti. Pendant ce temps, on doit gérer les élections en Guinée. Pourquoi ne pas appeler aussi ce dernier à venir servir la Guinée? C'est très important, Bakar. Merci. C'est en cela qu'on peut aider la transition. Merci. Je ne pensais aussi pour Sékou Bamara qui a été éjecté de son poste à la GIP, qui a tout le talent encore et toute la fraîcheur et toute la compétence pour continuer à servir la République. Sékou Bamara, oui, bien sûr, qui revendique un bilan extrêmement positif à la GIP. Il est l'initiateur du premier forum de l'emploi à Paris. Beaucoup de choses à mettre à son actif. Voilà, parce que si on fait du recyclage d'anciens, au même moment, il ne faut pas jeter tout le monde par les portes, par les fenêtres, j'ai envie de dire. Voilà. Il y a des cadres qui ont loyalement servi ce pays, qui ont des résultats. Là, franchement, il ne faut pas les jeter par les portes. Bonjour, Mohamed Eric Zemmour Kaba. Bonjour, l'homme de médias, bienvenue. Merci, bonjour à tous les auditeurs et bonjour à la paisible population. C'est la galère pour les étudiants guinéens au Maroc. Oui, mais la semaine dernière, déjà, on parlait de cette galère des étudiants en Tunisie. S'ajoute désormais celle des étudiants guinéens au Royaume chérifé au Maroc. 8 mois sans bourse d'entretien. C'est très grave. Je ne sais pas à quoi joue l'ONA, ce service des bourses ici, l'Office national des bourses extérieures. On manque carrément aux Guinéens. On envoie des jeunes hommes pour des études à l'étranger. Mais c'est que dalle. $50 mais là, ils doivent mener une vie de galérien. J'en parle sous le contrôle de Moussa Daraba parce qu'il a fait des études au Maroc, qui sait de quoi ça a l'air la vie quand on est coupé du minimum vital. Parce que la bourse d'entretien, je crois qu'elle n'a pas été revalorisée. C'est $50 mensuels. Mais ça veut rien dire. Au Maroc, plus de 15 ans. Au Maroc, parce que la vie est très chère au Maroc.
Ils sont là, ça fait 8 mois déjà, ils n'ont pas cette bourse d'entretien. Ils ont décidé de déclencher une grève aujourd'hui jusqu'à nouvel ordre. Mais je ne sais pas à quoi. C'est quelle austérité, ce semblant d'austérité qu'on est en train de nous montrer aujourd'hui. Oui, ce semblant d'austérité. On ne peut pas envoyer des étudiants à l'étranger qu'on soit incapables. Qui sont abandonnés. Mais c'est l'honneur même de la Guinée. Il faut respecter le rouge, jaune, vert. C'est une honte. De la même manière qu'on ne peut pas livrer nos passeports à l'ambassade, c'est honteux comme quand tu es étudiant à l'étranger qu'on dise non, ma pécule n'est pas encore là, de $50. C'est une honte. Moi, je pense que la ministre Djaka Sidibé doit prendre son bâton de pèlerin, rencontrer. Elle était au Maroc récemment. Elle est issue du Maroc également. Elle a fait une partie de ses études. Peut-être à ses propres frères. Bien. Lorsque vous êtes nanti, vous allez étudier au Maroc, en Tunisie ou à Paris. Bien. Et l'autre chose, je me pose des questions d'abord ce matin. Est-ce l'avant-projet du ministre de la Justice qui a été déposé à la présidence? L'avant-projet de quoi? De son décret de nomination récemment. Il y a eu vraiment un remaniement total au ministère de la Justice, à la Cour d'appel, à la CREF. Est-ce l'avant-projet du ministre qui est passé? En principe, le Conseil supérieur de la magistrature doit se réunir sur la question. Tout porte à croire qu'il y a eu encore modification. Oh là là. Et si c'est comme ça, ça veut dire que notre justice... Qu'est-ce que vous avez appris, Mohamed? Je vous en dirai plus. Je suis ce dossier de très près. Si cela s'avère vrai, que ce projet encore a été modifié, ça veut dire que la justice, notre justice vraiment est lamentable. Mohamed, peut-être pas modifié, mais n'a pas reçu l'onction certainement du Conseil supérieur de la magistrature. De la magistrature. Bon, le Conseil... C'est ce qu'on apprend. Le CSM se réunira aujourd'hui en principe à la Cour suprême pour statuer sur la question. Et on n'a pas besoin de tout ça en Guinée. Chaque fois qu'on parle du ministère de la Justice, on parle de modification, l'onction du CSM. Ça veut dire que quelque part, ça ne va pas. Bien. Acceptez que je dise bonjour fraternel à mes amis de la CREF. L'état de santé du gouverneur Lucien Nabé se dégrade. L'ex-gouverneur. Non, mais il a le titre gouverneur. Bien. Il est hospitalisé à la cardiologie à l'hôpital Yassirine. Mais l'homme de milliard de l'année, tenez-vous bien, loin de toute émotion et de passion, sa santé se dégrade. Oui, on ne peut pas dévoiler les résultats de ses examens. Mais personnellement, je lui ai rendu visite. C'est un appel au pied que je lance au procureur de la CREF, Ali Touré. Aujourd'hui, le gouverneur Lucien Nabé doit être évacué en principe. On a peur pour sa santé. Croyez-moi. Oui, sa famille aujourd'hui. C'est si dégradé à ce point. Oui. Allez-y vraiment rendre visite au gouverneur. Vous allez prendre votre tête sincèrement. On ne veut pas qu'on nous annonce des mauvaises nouvelles un jour dans ce studio que tel. On ne le souhaite pas. Donc, monsieur le procureur, s'il vous plaît, c'est une doléance. De toute façon, regardez le cas du gouverneur Nabé. Les autorités de la CREF suivent son bulletin de santé au quotidien. Ah, mais son bulletin de santé, ce qui dit son bulletin de santé, on ne peut pas le dévoiler, mais il n'est pas à sa faveur du gouverneur Lucien Nabé. Sincèrement, oui, bien sûr. Il doit être évacué d'urgence à l'étranger. S'ils acceptent de le faire, ça sera avec plaisir. Et très rapidement. Le dernier bonjour. Qu'est-ce qui se passe au ministère de l'administration du territoire de la décentralisation? Un contrôleur, un contrôleur financier qui est en poste depuis 22 ans. 22 ans, la bonne dame est en poste. Elle est remplacée par le ministre de l'économie et des finances. Mais tenez-vous bien, jusqu'à présent, elle refuse de céder son bureau. Pendant qu'il y a un nouveau contrôleur financier qui a été nommé. Mais qui est en train de protéger cette bonne dame? Elle refuse de céder son poste. De céder son poste qu'elle a perdu. Qu'elle a perdu, elle ne vient pas. Là, c'est très grave. Je pense qu'il faut demander des comptes au ministre Mori Kondé pour savoir, mais pour quelles raisons celui qui a été promis n'arrive pas à prendre fonction. Évidemment. C'est quand même très grave. Mais qui profite de cette dame? Et on apprend que ce problème même est source maintenant de froid entre le ministre Mori Kondé, le ministre de l'économie et des finances, le ministre Julien Yombuno. Parce que vous savez, le ministre Julien Yombuno a décidé de ne plus engager des retraités. Et cette dame, est-ce qu'elle a été admise à faire valoir ses droits à la retraite? Depuis longtemps. Mais pourquoi pendant 22 ans vous occupez un poste de contrôleur financier, on vous remplace, vous ne voulez pas accéder? Qui est complice de cette dame? Il faudrait qu'on nous dise clairement que le ministère de l'administration... Mais que le nouveau vienne prendre fonction. Et qu'il soit installé par la force? Non, mais pas par la force, mais c'est à la fonction publique ou à l'inspection générale du travail d'installer... plutôt, c'est au service du ministère de l'économie et des finances qui a nommé un nouveau contrôleur financier au MRTD de l'installer. Non, si elle n'a pas qui sait que mais le ministre est complice. On ne peut pas admettre une république à l'intérieur de l'État guinéen, c'est pas possible. Le MATD, c'est pas une république à part. Mais c'est pas une ONG, c'est ce que je disais tantôt. Aboubakar, peut-être qu'elle n'est pas d'accord
que son 5e mandat soit interrompu. C'est son 5e mandat. Quel 5e mandat? Bien sûr. 22 ans. 22 ans. 20 ans, ça fait déjà 4 mandats de 5 ans chacun. Son 5e mandat qui est interrompu, elle n'est pas d'accord. Justement parce que, imaginez quelqu'un qui a fait 22 ans et qui s'accroche encore à son poste et qui garde son bureau. Il faut forcément l'accord, la bienveillance du patron du département pour que cela soit possible. Ce n'est pas admissible que, en tout cas, pendant qu'on parle de refondation de l'État et que des milliers d'autres personnes sont parties à la retraite, peut-être que certaines de ces personnes ont vu même pratiquement au sein des forces armées, des forces de défense et de sécurité, ils ont dû aller à la retraite, à une retraite anticipée, que quelqu'un qui a fait 22 ans à un poste refuse de quitter. Bien. Forcément. Et là, c'est quand même un scandale. C'est un scandale. Si cela s'avère, c'est un scandale au sein du gouvernement parce que un ministre, fut-il, même s'il s'appelle Mori Kondé, très proche du colonel et de tout le CNRD, ne peut pas se permettre de garder quelqu'un qui a été remplacé. C'est pas possible. Même s'il n'était pas proche du colonel. Et je vais vous dire, là où c'est intéressant, cette histoire d'évaluation qui est en cours, d'évaluation des membres du gouvernement, vous avez vu les critères qui sont de l'ordre de 3, parmi lesquels il y a celui relatif à l'utilisation des ressources humaines. C'est important que les ministres soient questionnés là-dessus. Parce que quand vous prenez les rapports de collaboration entre les chefs de département et leurs entourages proches, je veux parler du secrétaire général, du chef de cabinet, mais c'est pas du tout agréable. Ce sont des rapports très très désagréables, plutôt exécrables, j'ai envie de dire, entre certains ministres, certains chefs de département et leur entourage, les secrétaires généraux et les chefs de cabinet. Il arrive même que le ministre ne parle même pas avec le secrétaire général. Oui, mais c'est très grave. Sauf qu'on nous apprend. Il y a des départements où on interdit que le secrétaire général parte en mission de terrain. Mais ça, c'est très grave. Ouais. Oui, c'est très grave. Mais sauf qu'on nous apprend. Et on nous apprend qu'au secrétariat général du gouvernement, le courant ne passerait pas du tout entre le secrétaire général et ce secrétaire général adjoint. Monsieur Siki. C'est très grave. Oui, mais c'est très grave. Mais cela, c'est une chose qu'on a tout le temps dénoncée. Mais ils ont fait semblant, ils ont fait une unité d'action pour vouloir tromper les vigilances. Mais c'est de bonne guerre. Ouais. Vous l'avez dit, moi je le confirme. Je connais au moins 3 ministères où les ministres et les secrétaires généraux, c'est que dalle, c'est le conseil de cabinet qui vous lit. Tenez-vous bien. Malgré tous les appels insistants du colonel. Parce que le colonel les avait convoqués à la présidence. C'était de la poudre aux yeux. Non, Mohamed. Non, mais c'est la parole du chef. Mais après, il constate que la mayonnaise n'a pas pris entre les chefs de département et leurs entourages, leurs collaborateurs directs. Il leur fait appel. Il les fait asseoir, il leur donne des conseils et des recommandations. Mais les gars, ils ne sont pas capables d'appliquer cela. Abakar, je vous ai dit, si un jour... Beaucoup ils vont partir. Abakar, personne ne partira. Personne ne partira. Non, personne ne partira. Non, tu n'es pas au courant. Tu n'es pas au courant. Abakar, non, mais tu n'es pas au courant. Ne menace pas. Une fois, je vous ai dit ici. Non, mais l'évaluation, ça sert à cela. Mais Abakar, quelle évaluation? Le colonel, il ne fait pas comme Alpha Condé. Si. Non, mais Abakar. Alpha Condé, il faisait des évaluations. Il y avait des évaluations sans lendemain. Abakar. Mais vous allez voir ce qui va se passer les jours et semaines à venir. Abakar, une fois je l'ai dit ici, un chef ne menace pas. Quand un chef commence à menacer, il devient faible. Un chef agit. Le président a tout le pouvoir de décret. Mais quand un président dit, si vous ne faites pas, je ferai ça, ça ne marchera pas. Écoutez, on a vu ça. À un moment donné où des présidents promettaient de faire tomber les têtes, on a vu que des ongles. Donc, quand le président, colonel Doumbouya, se met à menacer, ça veut dire que il s'est déjà affaibli. Le chef ne menace pas. Non, il a menacé quand? Il a menacé quand? Non, il ne menace pas. Non, il a fait il menace pas. Il est très méthodique. Oui, il a demandé au Premier ministre d'évaluer les membres du gouvernement. C'est un exercice qui est on n'a pas besoin d'un gouvernement de stage dans ce pays. Ce n'est pas le Premier ministre, on m'apprend, ce n'est pas le Premier ministre qui doit évaluer les ministres. Qui doit les évaluer? Bien, c'est son cabinet restreint qui doit le faire. Mais ce n'est pas le Premier ministre. Oui, j'apprends ça même. Mais comment? Il décide lui-même. Ce n'est pas le Premier ministre qui doit évaluer ses ministres. Abakar, pour terminer. Dans un pays comme la Guinée. L'évaluation se déroule à la primature et sous la... Comment on appelle sous la coordination du cabinet. Du cabinet Premier ministre. Il y a des ministres qui sont déjà. Le Premier ministre, il sera évalué par le. Est-ce qu'il est évalué par son autorité de nomination? Abakar, pour terminer. Oui, Abakar, pour terminer. Son cabinet qui évalue. La Guinée n'a pas besoin d'un gouvernement de stage. Il y a des chefs de cabinet et secrétaires généraux. Oulala, mais tu es trop dur. Non, pas ça. C'est des novices, c'est des gens. Non, Abakar. Allez, il y a des départements où des chefs de cabinet sont des novices. Des gens qui n'ont jamais appris quoi que ce soit en termes d'administration, qui ont été imposés et qui pratiquement ne peuvent rien faire, mais ils sont là comme des pots de fleurs. Comment vous voulez que ça marche? C'est un problème On est 12 millions de Guinéens. Prenez des compétences
au lieu d'aller dans le népotisme. Non, c'est ça aussi la réalité. Non, Nicole, ça se passe pas comme ça. Non, on remplace pas les gens comme ça à l'aveuglette. À mon avis, le colonel a choisi ses ministres, il leur a fait confiance et il leur a dit choisissez des hommes compétents. Maintenant, si ces ministres ne choisissent pas... Non, les ministres n'ont pas choisi le cabinet. Non, pas choisi le cabinet. Non, les cabinets ont été imposés. Les ministres ont été choisis au même titre que leur cabinet. C'est cela. C'est pourquoi ça ne va pas. Il y a servi 224, il y a servi CNRD à la Villa 5. C'est eux qui ont composé les différents cabinets. Les ministres n'ont pas eu un seul mot à dire concernant ces choix-là. Mon frère Emmanuel. Bonjour, l'enfant de Gawal. Bonjour à vous, Oscar. Bonjour à nos chers auditeurs et téléspectateurs. Bon, il faut ajouter l'enfant de Nono et de Dalin aussi pour être un peu plus complet, quoi. Bien. Récente radiation à la fonction publique des Kouaka à la Julien. Mais avant, permettez-moi de dire ceci. Bien. Si Monsieur le Premier ministre a signé la lettre de mission des membres du gouvernement, il lui est loisible d'évaluer ses ministres. Effectivement. Parce que c'est lui qui a signé une lettre de mission qui contient des principes et des exigences. Et des tâches à exécuter. Il doit vérifier la mise en œuvre de ces exigences-là, les résultats attendus, les résultats obtenus et puis le gap. Donc, Monsieur Mohamed Kaba, le Premier ministre et son équipe ont tout à fait raison d'évaluer les membres du gouvernement. Peut-être Akumba, en fait, la pratique jusque-là, en termes d'évaluation des ministres, à la primature, c'est que le Premier ministre en personne ne siège pas avec l'équipe d'évaluation. Donc, il laisse son équipe travailler, évaluer sur la base des critères qui ont été énumérés, un compte-rendu lui est fait, et ensuite il se prononce pour demander des ajustements. Donc il n'y a aucun mal que pour une première, que le Premier ministre lui-même prenne cet exercice à bras le corps. Si Monsieur le Premier ministre a le temps et le souci de participer auprès de la commission d'évaluation à l'évaluation des membres du gouvernement pour s'assurer des résultats obtenus et du gap, pour s'assurer de la fiabilité du message qu'il transmettra au président de la République qui à son tour doit l'évaluer, je pense que ce n'est pas mauvais et ce n'est qu'un exercice normal. Un exercice normal. Merci de m'avoir passé l'expression. La première richesse d'un pays, ce sont, ou si vous voulez, c'est les ressources humaines. Ce sont les ressources humaines, le capital humain. Et c'est pour ça, dans le plan de développement économique et social, le PNDS, qui était si cher à M. Kassori Fofana, le capital humain occupait une place importante. Mais par contre, en Guinée, on procède à un gaspillage de ce capital humain. Imaginez que des juges économiques et financiers formés à la fois au Sénégal et en France, encadrés par le GIABA, soient mutés dans des tribunaux qui ne relèvent pas de leur spécialité. Qu'avons-nous fait? Comme le tribunal de l'enfant. Pourquoi allons-nous faire ce gâchis de ressources humaines-là? Moi, je dirais peut-être, Mohamed, qu'il n'y a pas eu remaniement au ministère de la Justice, donc au cabinet si vous voulez, mais il y a eu la nomination de certains juges pour lesquels, pour les uns, j'ai dit mes félicitations, pour les autres, j'ai dit du courage parce qu'on vous a sanctionné, on vous a découragé dans votre mission. Et maintenant, pour arriver à votre point sur le cas concernant le fils de tonton Sabakari. Comment ça? Oui, c'est le fils de tonton Sabakari. Moi, c'est mon tonton. Vous parlez du ministre de la fonction publique, Julien. Tonton Sabakari Yombuno. Lui-même, radié le 3 septembre 2014 pour abandon des postes. Il semble, au regard de plusieurs observateurs, qu'il est très apte à radier. Mais on pourrait lui faire un conseil. C'est celui désormais de signer ses décisions avec un crayon. C'est-à-dire que dès que ça crie, c'est un crayon. Il y a une gomme, non? À côté. On peut effacer la signature et dire « je n'avais pas signé ». Alors, puisque j'étais en train de parler du fils de tonton Sabakari, au matricule 1966-93-2, qui a été radié en 2014, plus précisément le 3 septembre 2014 pour abandon des postes, alors qu'il était en position au ministère de la fonction publique et de la réforme de l'État. Alors il vient de prendre un arrêté qui pose problème. C'est l'arrêté 493 du 6 avril 2022, portant radiation de 801 fonctionnaires pour abandon des postes. Nous avons échangé avec certaines qui sont concernées par cette décision. Qui se retrouvent sur cette liste. Qui se retrouvent sur cette liste. D'abord,
3. Le fils de Tonton Bakary doit vérifier le numéro 283, le numéro 483 et le numéro 484 qui figurent sur la liste des radiés et vérifier si parmi ceux-là, il n'y a pas certaines qui sont en mission de lui-même. S'il n'y a pas d'autres qui ont bénéficié des promotions pour avoir été les meilleurs travailleurs de l'année, s'il n'y a pas d'autres qui sont en fonction et de manière active. De manière régulière. Je pense que le colonel Doumbouya doit désormais être très regardant dans la signature des arrêtés et des décisions par les ministres. Pourquoi? Notamment les décisions signées de Julien. Parce qu'il y a beaucoup de quoi, mais c'est intolérable. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas digne d'une administration fiable. D'avoir des reproches comme étant une administration friande de règlement des comptes ou de fautes. Les erreurs, on peut les commettre, mais les fautes sont parfois impardonnables. On ne peut pas radier quelqu'un qui vient tous les jours à son bureau, qui travaille, ou quelqu'un que vous avez envoyé en mission. Mais c'est pas possible. Il s'est passé également des choses du côté des impôts, des fonctionnaires au Terradi, alors qu'ils sont en poste tous les jours et ils n'ont pas atteint l'âge de départ à la retraite. Aboubakar, mais comment il travaille, ce Julien? Comment il travaille? C'est la méthode qu'il faut questionner ce matin. Il faut que mon grand frère Julien Yombouno porte de nouvelles lunettes et signe avec un crayon désormais. Bien. Talibé, forcément un mot à dire là-dessus. Oui, parce que justement, c'est le même Julien qui a été interpellé par le ministre de la Sécurité sur le cas d'une 300aine de policiers. L'affaire avait fait grand bruit ici. On a vu l'échange épistolaire entre donc, le ministère de la Sécurité, les courriers qu'ils ont échangés. Et le courrier réponse de Julien était un aveu que, bien évidemment, les 283 policiers, je crois, n'avaient pas à aller à la retraite, parce qu'ils n'en étaient pas concernés. Donc, si on comprend bien la nécessité d'épurer le fichier de la fonction publique, de purger ce fichier de ceux qui sont à l'étranger, qui continuent à prendre des salaires ici, des gens qui sont entrés de façon frauduleuse. Tout cela, c'est important parce qu'on parle de plus de 11 000 postes qui ont été libérés. On annonce des recrutements, mais il faut le faire en étant juste et en étant, en tout cas, à cheval sur les principes, sur, en tout cas, une méthodologie qui minimise et même écarte les erreurs ou les fautes comme celles qu'on voit là. Vous envoyez quelqu'un en mission et après vous le portez sur une liste de personnes. Et vous le radiez tout simplement. Pour abandon de poste. Cela, ça ne sonne pas bien. Et je pense que c'est vrai, Julien Yombouno, on l'a trouvé volontariste au début. Mais beaucoup s'étaient demandé. Mais je crois que ces résultats sont insuffisants. Mais beaucoup s'étaient demandé. Et tout porte à croire qu'il partira du gouvernement. Beaucoup s'étaient demandé pourquoi. Il était-il prompt à envoyer les gens à la retraite comme on le voit. Désormais, je pense que autant on avait souhaité qu'il y ait un comité interministériel autour du ministre Mori Kondé, il faut peut-être un comité interministériel autour du ministre Julien pour l'aider à filtrer les choses. Parce que, comme on l'a dit, ceux qui n'ont pas à y être doivent être expulsés, donc de la fonction publique. Et sans parler de la situation de tous ces retraités 3 mois après, parce que cela fait plus de 3 mois, ils devaient recevoir leur première pension. Voilà, justement, c'est le mot. À fin mars, qu'en est-il exactement? On a tenté de comprendre auprès de Cissé, le directeur de la caisse de prévoyance, mais c'est silence radio total. Oui, c'est silence radio, mais ce Julien... Il y a le cas de ces jeunes, de ces 23 jeunes aussi, qui ne sont pas policiers, mais qui sont affectés au ministère de la Sécurité, qui ont été recrutés en 2014, mais qui se retrouvent sur la liste des retraités. Des jeunes qui ont été recrutés en 202014, mais qui doivent aller à la retraite. Non, mais franchement, il y a de l'amateurisme total. Qu'est-ce qui se passe du côté de la fonction publique? Oui, mais à ce niveau, il y a un problème. Peut-être qu'il n'est pas le seul. Il y a certainement des cadres. C'est un paramétrage qui fait du tort aux recrutés. Quand on est recruté avec une date de naissance de 1934 ou 44, mais on va à la retraite. Et des gens ont acheté des matricules des fonctionnaires qui devraient aller à la retraite. Donc, si vous avez fait un an pendant que celui que vous avez remplacé a fait 40 ans, ben vous pleurez. Bien, cette courte transition réclame, et puis on parle là des camps militaires.
Alport Conakry, une société au service du peuple de Guinée. Conformément à la vision du chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, Alport a renforcé le contenu local en le qualifiant davantage. Les emplois des Guinéens sont sauvegardés et mieux rémunérés avec des plans de remise à niveau réguliers. Alport Conakry place le Guinéen au centre de ses priorités, car c'est le premier capital d'investissement. Ensemble, accompagnons la société Alport pour faire du port de Conakry un véritable centre de transit des marchandises de la sous-région. Port de Conakry, le port du futur. Mirador, tour de chauffe. Nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Bien, vous continuez de nous pratiquer. Kakumba, cette question ce matin, est-ce qu'il y a un projet de reconstruction des camps militaires sur la table du CNRD? Écoutez, je pense qu'on doit consolider ce qu'on a en main et mieux creuser la question, mais forcément, quand les camps sont délabrés, il faudra les reconstruire. Et je pense c'est le cas, dans tout le pays. Oui, cela pourrait retenir l'attention du colonel qui a envie de mettre main sur, en tout cas en donnant des conditions de vie acceptables à l'ensemble des structures de notre armée. Et c'est tout à fait louable qu'on se pose la question, et puisqu'on sait déjà qui a l'habitude d'avoir des contrats, notamment dans les camps militaires, on peut se poser quand même la question de savoir si les camps qui n'avaient pas été reconstruits, est-ce que leur contrat avait été annulé ou est-ce que l'ancien concessionnaire pourrait continuer les travaux sur ce camp militaire-là. De toutes les façons, les camps militaires présentent un visage un peu reluisant. En tout cas, chez moi, à Gawa, ce ne sont que des petites cases. Quand vous voyez le camp militaire de Boké, mais c'est une honte. Franchement. Non, mais c'est... ça y ressemble, franchement. Et que dire du camp de Kissidougou, le camp de Dabola, mais c'est... Disons les camps militaires. Le colonel Doumbouya, il peut profiter de la transition pour changer le visage de ces camps, sauf que, voilà, il faut que les marchés soient passés dans des conditions... On sait les mauvais parce qu'on parle d'un méga projet de plus de 200 millions d'euros, en tout cas de 2000 milliards de francs guinéens pour la reconstruction des camps. Ça reste à vérifier. Oui, mais avant de reconstruire Abakar, qu'en est-il des premiers projets sous la transition conduite par Dadis? On sait que le marché a été confié par exemple à Kikopress. Le cas Alfaya c'est un grand chantier, c'est pas encore terminé. Et pourtant le projet était très bien. Allez à l'école de la gendarmerie de Sonfolia. Mais une grande école qui est là, non achevée, après plus de 10 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? On doit nous rendre compte. Et Kikopress avait le marché. Attends, l'argent, la source est tarie ou qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y avait un appel d'offres? Non, mais attendez, pendant les 11 ans d'Alpha Condé, on ne s'est pas interrogé ce qui s'est passé par rapport à ces cas. Imaginez même le cas. Mais le régime d'Alpha, c'était l'impunité totale. Oui, mais aujourd'hui, on doit d'abord achever ces travaux, ces chantiers. Le cas Alpha est très grand, mais ces bâtiments sont là délabrés et aujourd'hui, c'est devenu même parfois des coins de prostitution pour les gens du quartier. Ou non, les clôtures sont complètement... non, je sais, il y a les jeunes... Oui, bien sûr. Oui, mais en termes de prostitution, c'était même quand le capitaine y siégeait. Non, il y avait des immeubles entiers. Non, aujourd'hui, il y a même des jeunes du quartier. Pas catholiques, on le sait. Non, des jeunes du quartier voisin qui viennent nuitamment. On parlait quand même du plus grand camp du pays. Non, je sais de quoi je parle parce que c'est abandonné. Il n'y a pas de logement à Conakry. Si vous mettez des villas que vous ne terminez pas, les gens n'ont pas de logement. Mais la nuit, les gens profitent. Allez au Kalfaya. Les jeunes ont aménagé beaucoup d'entrées couchées là-bas pour faire leurs affaires. Mais le camp de Somphonia, l'école de gendarmerie, cette école est grande, bien bâtie. Mais on a du mal à achever les travaux. Pourquoi? Demandons des comptes aujourd'hui à celui qui a eu le marché. C'est très important. Moi, je suis désolé que pendant 11 ans, ça dit qu'on n'ait pas pu faire quelque chose pour terminer ce chantier qui était très appréciable sous Konaté et Dadis. Bien. Manu, là-dessus. Je vais m'intéresser moins au chantier qui avait déjà été lancé. Plutôt, me prononcer sur l'importance évidemment de mettre l'armée dans les meilleures conditions. C'est vrai, quand vous regardez les conditions dans lesquelles nos soldats sont dans les camps en Guinée et que vous voyez les camps dans d'autres pays, évidemment, c'est vraiment c'est la mer qui sépare les deux. Il faut créer les conditions pour que cette armée soit totalement opérationnelle, que les conditions soient les meilleures, parce que ça entre en ligne de compte finalement, les conditions de vie, les conditions de logement, les conditions même la nourriture et tout. Je pense que c'est important qu'on mette l'armée dans les meilleures conditions et c'est peut-être cela aussi qui lui permettrait d'être moins intéressé
la chose publique. Ouais. Mais maintenant, l'école a soulevé un point qui est important. C'est vrai, au temps de Dadis et de Konaté, il y a eu de vastes chantiers qui ont été lancés. Ouais. Avant peut-être d'investir encore 2000 milliards dans de nouveaux chantiers, il faut évaluer déjà ce qui a été fait. Est-ce qu'on est redevable à l'opérateur qui a décroché ses marchés et aujourd'hui n'a pas une très bonne question aussi. Les travaux, ou bien est-ce que l'État l'a payé mais il n'a pas exécuté les chantiers. Ce sont des questions qu'il faut se poser. Comprendre d'abord qu'est-ce qu'il a été de ces chantiers avant. Donc auditer les chantiers concernant l'état des camps militaires en 2010. Avant de jeter encore d'autres milliards. Bien, allez-y Mohamed. On parle ce matin des tombeurs du président Alpha Condé. Ce sont les militaires. Ils ont tous adhéré à ce coup d'État à tort ou à raison. Mais combien d'officiers aujourd'hui en Guinée, le faiseur de roi, ont des immeubles ça et là, ont acheté des hectares? Non, moi je ne vais même pas parler de ces chantiers. Moi je vais parler de leur enrichissement illicite que je ne mets même pas au conditionnel. Les officiers sont là, ils n'ont jamais été inquiétés. On dit non, c'est la grande mieute. La douane, les impôts, le Kassamou, la gendarmerie. Combien d'officiers aujourd'hui sont riches plus que des ministres? Mais on n'en parle jamais. On préfère aller traquer des civils pour leur position politique. On dit non, vous êtes enrichi illicitement. Moi je voudrais qu'on fasse un curage d'abord au sein de la grande meute. Qu'on dise oui, tel officier a construit 10 villas, il a été arrêté. Tel officier a été arrêté parce qu'il n'a pas pu justifier 10 milliards sur son compte. Ou parce qu'il est dans la drogue. Ou parce qu'il est dans la drogue. Mais on ne peut pas faire 2 poids 2 mesures. On traque à droite, on libère à gauche. Nos sources nous apprennent qu'il y a beaucoup d'acquisitions immobilières en ce moment. Mais bien sûr. Du côté de la Côte d'Ivoire, notamment à Abidjan. Surtout à Sini. Ouais, bien sûr. Et vous savez, la légèreté avec laquelle les informations circulent, mais il faudrait qu'il soit un peu discret. C'est un conseil. Il faudrait que vous soyez discret dans tout ce que vous faites. Parce qu'après la transition, il faudra aussi auditer le compte de non. Autant ce Kouba Dadis, ça n'a pas été fait. Après le colonel Doumbouya, le président civil doit s'en occuper. Sous ce Kouba, l'argent coule à flot. Selon des sources, ce Kouba c'était un coulage financier à hauteur de 3 000 milliards. Ah ben voilà. Alpha Condé avait parlé. Alpha Condé c'est 12 000 milliards. C'est vraiment 9 000 milliards pendant la transition. 9 milliards. 9 000 milliards. De francs guinéens. Oui, de dépenser pendant la transition. Allez-y au Kassamouri. C'est ce qu'Alpha Condé avait dénoncé. Il y a des simples chefs d'escadron. 3 milliards de coulage financier selon des statistiques sous Konaté. Ben voilà. Abakar, il faut qu'ils se justifient. Abakar, il y a des simples chefs d'escadron dans ce pays qui ont quand même des immeubles de 5-8 niveaux, plusieurs à Conakry. Et aujourd'hui, la transition, j'apprends que allez demander du côté du port. Et en tout cas, il y a des magouilles où on a même construit, acheté des immeubles pour un responsable sécuritaire de ce pays. De l'autre côté, la lagune est brillée. Bien. Alors, quelques réactions en 1 minute avant d'aller à la pause avec Victor Tonguino. Un jeune recruté en 2014 avec le matricule d'un grand-père qui ne vit plus. C'est ce que signale cet auditeur Bolokada Tourama sur YouTube. Nous demandons aux légionnaires de restituer tous les appareils téléphoniques de notre champion, le professeur Alpha Condé. Nous remercions le Tout-Puissant pour sa clémence accordée à notre champion, Abdoulaye Eto Keïta. Bonjour Titi à tous. C'est difficile de croire que ces pauvres étudiants n'ont pas encore reçu leur prime, leur per diem depuis la prise du pouvoir par le CNRD. Je me demande, alors ce pouvoir est venu changer quoi? Abdoulaye Djibril Diallo sur Facebook. Bonjour Abouakar. Bonjour à toute l'équipe de Mirador. Dites à Mohamed Kaba que depuis 11 années, le gouverneur n'est pas tombé malade. Pourquoi c'est maintenant qu'il va nous dire qu'il est malade? Donc ça ne marchera pas du tout. Mohamed Kaba, Abdoulaye Djibril Diallo depuis la Côte d'Ivoire. Mamadou Bobo Diallo, à force de jouer les équilibristes avec la CEDEAO, la junte risque de se retrouver dans un ravin de sanctions. L'avant-dernier, Abdullah et plutôt Siradio Sunkin Diallo. Bonjour Mirador, j'ai toujours dit que le CNRD est en mèche avec le RPG, mais quelqu'un qui est libre ne fait jamais de demande pour recevoir ou rencontrer qui que ce soit. Le CNRD se joue de l'intelligence des Guinéens, mais qu'il se détrompe désormais. Il n'a ni crédibilité ni légitimité. Il peut continuer sa diversion, cela n'ébranle personne. Le peuple gagne toujours. Et Abraham, le diplomate, pour en terminer. Bonjour Fumé Femme et à toute l'équipe. Cette grève de cette soi-disant SLEG est un manque de respect envers le colonel, qu'il prenne sa responsabilité afin de corriger les premiers qui décident de connaître sa colère. Bonne chance à la Guinée face à la CEDEAO dans la mesure des nouvelles sanctions pour le CNRD. Et bon début de semaine. Voilà, il ne faut pas souhaiter non plus. Le ciel ne s'abattra pas sur la Guinée. C'était notre très long tour de chauffe. On revient pour parler de la grève qui est donc à laquelle appellent 3 centrales syndicales. Et puis vous entendrez le ministre porte-parole du gouvernement à la demi-heure.